Voilà, je vais vous demander de vous présenter tout simplement au début. Oui, je peux commencer. Je m'appelle Ibrahima Abou Sall. J'ai deux prénoms, Ibrahima et Abou. Ibrahima, c'est le jour du baptême, on m'avait donné ce nom comme traditionnellement, mais j'avais un oncle qui tenait absolument à ce que je porte son nom. Donc lorsqu'on me l'a appris, j'ai tenu absolument à ajouter Abou à Ibrahima. Et Sall est mon nom de famille. Je suis né le 19 juin 1948 à Haïré-Mbar, dans le sud de la Mauritanie, au Fouta Toro. D'accord. On fait une petite pause, Ibrahima. Tu entends les craquements du sofa? Du sofa? Oui. Ah là, oui, très bien. Oui. Là. Donc, si tu pouvais ne pas trop bouger le D'accord. sofa, parce que D'accord. chaque fois que tu bouges, on entend le... C'est pas bien grave, mais ok. Donc, raconte-nous un peu ton enfance au village de Bogi, c'est ça? Non, Haïré-Mbar et Bogué. Ok, Bogi. Haïré-Mbar et Bogué, parce que je suis né à Haïré-Mbar. Et on peut dire que mon frère et moi, parce que nous sommes les deux derniers, qui est né en 1950, nous sommes ce qu'on appelle les enfants de vieillards. Parce que mon père avait pris sa retraite en 1947. Il était infirmier et il est rentré à Haïré-Mbar. C'est donc dans ces circonstances que tous les deux derniers sont nés à Haïré-Mbar, alors que les aînés sont nés dans les lieux d'affectation de mon père, que ce soit à Bout, les aînés y sont nés, et à Rosso. D'accord. Tout ça, c'est sur le fleuve? Oui, les villages sont sur le fleuve? Non, Bout, c'est un peu plus vers le centre-est, tandis que Rosso, oui, c'est dans le sud, à l'ouest de la Mauritanie, dans la province qu'on appelle le Waalo. Et mon père est décédé très tôt, en 1952, au mois de mars. Et ce qui fait que nous n'avons pas eu, nous, les deux derniers, l'honneur de connaître notre père. Et nous avons vécu donc avec notre mère et nos grands frères. Donc à l'âge de 5 ans, on m'a envoyé à Dakar, chez mon grand frère, l'aîné, qui est né en 1924 en Bout. Et il travaillait à l'époque au conseil de l'AOF. Et c'est donc à Dakar que j'ai fait l'école primaire en 1956. Nous sommes revenus à Bogué parce que ma mère et mon père ne sont pas originaires du même village. Ma mère est originaire de Bogué et de Sinthiou, du côté de son père, mais du côté de sa mère, elle est originaire de l'Est, le village qu'on appelle Fimbo, à l'Est de Kaïdi. Et nous avons séjourné aussi à Bogué, où j'ai fait une partie aussi de l'école primaire. Et mon CM2, je l'ai fait aussi en partie à Attar en 1962 et à Nouakchott où j'ai eu le certificat d'études primaires et l'entrée en 6e. Et qui a poussé à votre éducation? Parce qu'à l'époque, on est quand même à période coloniale, il n'y a pas tous les enfants du village qui poursuivent une activité scolaire aussi intense, non? Non, parce que déjà nous étions dans un environnement qui favorisait cela. D'abord, mon père était un agent de l'administration coloniale, il était infirmier. Et tous mes frères et sœurs ont fait l'école primaire, donc c'est dans la logique des choses que moi aussi et mon frère aussi, nous ayons fait l'école primaire. C'est pourquoi jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais à Haïré-Mbar chez moi. Mais à l'âge d'aller à l'école, on nous a envoyés, donc ma sœur et moi, à Dakar, chez mon frère, pour que nous soyons scolarisés. Est-ce que votre famille était des familles nobles du village ou vous étiez... Je ne sais pas ce que vous appelez famille noble. Il faut être plus précis, parce que famille noble, c'est quoi? Bon, moi, du côté de mon père, c'est ce qu'on appelle le Diagraf, Mbar, donc c'est les chefs de terre. Et du côté de ma mère, c'est mélangé. Son père, c'est une famille maraboutique, les Saho, de Thierno Besmaro, de Sinthiou Dangde et de Bogué. Et le frère, le grand frère, le frère aîné du père de ma mère,
était Gadi à Bogué. C'est le premier Gadi qui a été nommé en 1904. Et le père de ma mère est décédé très tôt, lui aussi. Donc ma mère a été élevée par sa mère lorsqu'elle est rentrée chez ses parents maternels. Et du côté de sa mère, donc ma mère, c'est la famille des Samba Diom dans l'est du Fouta Toro, à Fimbo. Et disons que nous sommes des produits physiques de plusieurs circonstances historiques. D'abord, les conflits politiques et les relations entre les familles dirigeantes politiques. Ça, c'est du côté de ma mère. Mais aussi, je suis aussi, disons, un produit, ou bien nous sommes un produit, aussi des circonstances dans lesquelles le mouvement d'El Hadj Omar a eu lieu. Parce que du côté de ma mère, son père est issu de la famille d'El Hadj Omar et son grand-père avait migré pour rejoindre le mouvement omarien dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali. C'est pourquoi le père de ma mère est né à Ségou. Et aussi, nous sommes un produit de la colonisation dans la mesure où mon père, qui était affecté à Mbout en tant qu'infirmier, y a rencontré ma mère et c'est comme ça qu'il l'a épousée. Voilà. C'est dans ces circonstances donc que nous sommes tous nés. C'est pourquoi je suis très conscient du phénomène de l'histoire dans les conséquences du parcours de la vie humaine. Vous veniez à Mauritanie, vous retourniez dans les villages pendant les vacances, pendant que votre enfance à Dakar vous aviez... Oui, pendant les vacances, nous retournions soit à Bogué, parce que ma mère, ayant hérité de la maison de son père à Bogué, parce qu'à Bogué aussi c'est une grande famille, ce qu'on appelle Galé Sahobe, donc la parentèle des Sahobe. C'est une grande famille maraboutique qui a joué un rôle important dans la diffusion de la Tijaniya. Et Thierno Amadou Mokhtar Sakho était un Gadi, mais aussi un grand maître de l'islam. Et l'administration coloniale le connaissait très bien, si bien qu'on s'est beaucoup approprié de sa personnalité, aussi de sa compétence, pour jouer un rôle important, aussi bien du point de vue administratif, parce qu'il était Gadi, mais aussi du point de vue religieux, parce que c'était un maître d'une grande école coranique à Bogué. Et donc, pendant les vacances, nous faisions la navette entre Haïrembar et Bogué. Et aussi Dakar. Mais lorsque mon frère a été affecté à Nouakchott après les indépendances, il a été nommé directeur de cabinet de Mokhtar Ould Daddah. Donc nous avons transféré la famille de Dakar à Nouakchott. Tu avais quel âge à ce moment-là? À Nouakchott, c'était en 1961-62. Donc j'avais 13 ans. 13 ans. Ok. Et tes souvenirs du village de cette époque-là, les gens s'entendaient bien? C'était plus des endroits calmes ou il y avait des tensions que tu sentais, même enfant? Non, au village, non. Je n'avais pas conscience des conflits parce que jusqu'à présent, on ne peut pas parler de conflits d'ailleurs. Disons que j'ai de très bons souvenirs dans la mesure où j'ai vécu une enfance, malgré la disparition de mon père, très heureuse, très inconsciente. Il n'y avait pas de soucis. On avait nos champs, on avait notre bétail. Et c'est ma mère qui gérait tout ça, parce que c'est une femme qui avait une forte personnalité, qu'elle a hérité de sa mère aussi. Et donc, non, je n'ai pas eu conscience qu'il y avait des conflits. Peut-être qu'on était tellement dans le bonheur de vivre qu'on n'avait pas conscience des petits problèmes qu'il y avait entre les familles. Non, je n'avais pas conscience de cela. D'accord. Donc à 13 ans, vous continuez votre éducation à Dakar ou vous êtes déplacé à Nouakchott là maintenant? Non, nous sommes revenus à partir de 1961, nous sommes revenus à Nouakchott. Et d'abord, j'avais continué l'école primaire à Bogué avec ma mère et ma sœur aussi, qui était mariée très jeune, à l'âge de 16 ans, et qui est décédée à l'âge de 18 ans, le 22 décembre 1962. C'est la seule sœur que j'ai eu l'occasion de connaître parce que les sœurs aînées, elles étaient décédées quand elle avait 3 ou 4 ans. Et disons que c'est un décès que je n'ai jamais digéré jusqu'à présent. C'est une sœur qui m'aimait beaucoup, qui me couvait.
Donc voilà, et ensuite, lorsque j'ai continué l'école primaire à Nouakchott, après avoir séjourné pendant 3 mois à Tar, donc je suis revenu à Nouakchott où j'ai eu l'entrée en 6e. Et là, on m'a envoyé à Kaïdi faire le collège. Voilà. Et là, j'ai eu le brevet en 1966. Et en 1966, il y a eu le conflit racial. Parce que tout simplement, il y avait eu un décret en janvier 1965 imposant l'arabe à l'école. Et évidemment, l'imposition de l'enseignement de l'arabe ne date pas de l'après l'indépendance, elle a été depuis 1954 par l'administration coloniale. Mais l'affirmation de cet enseignement, de cette langue, c'est surtout avec les lois de janvier 1965. Il y a eu un conflit et nous avons été très impliqués dans ce conflit parce que tout simplement nous prenions conscience à l'époque. Disons que la prise de conscience politique chez moi, elle a été extrêmement précoce. Dès lors qu'à Dakar même, en 1959, j'avais 11 ans, j'étais là souvent dans la maison à l'occasion des réunions que tenait mon frère avec les autres, Mauritaniens ou Sénégalais, parce que c'était des réunions qui regroupaient surtout des originaires du Fouta Toro. Et j'entendais des débats, des discussions, des points de vue qui étaient exprimés sur la politique de la colonisation, sur la Mauritanie, sur le Sénégal, sur l'administration coloniale. Donc, à l'époque, déjà, je commençais à prendre conscience de cette problématique, de la problématisation des conflits entre les Maures et les Noirs. Et disons qu'en 1966, lorsqu'il y a eu le conflit, pour moi, j'étais déjà imprégné de cette réalité, dans la mesure aussi que j'avais eu des lectures assez précoces. J'écoutais la radio déjà depuis l'âge de 8-9 ans. Et je lisais, bon, même si je ne comprenais pas beaucoup de choses, quand même, j'ai eu des lectures assez précoces, que ce soit Sartre, ou Camus, ou beaucoup d'autres ouvrages qui m'ont amené à réfléchir sérieusement sur la philosophie, sur la vie humaine, sur l'histoire, si bien que j'ai commencé à avoir assez tôt un regard politique, un regard philosophique sur l'humanité, sur le monde. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu les conflits de 1966, j'étais déjà très impliqué, je faisais partie déjà des dirigeants, parce que pour nous, il n'était pas question d'imposer une langue, bien que cette langue ne soit pas considérée pour nous comme une langue étrangère, dans la mesure où nos sociétés ont été islamisées depuis le XIe siècle, et nous vivons dans un environnement où l'enseignement du Coran, qui est fait en arabe, était extrêmement important. On ne peut pas dire que l'arabe soit pour nous une langue étrangère. C'est dans notre environnement culturel, mais le fait qu'on instrumentalise cette langue comme moyen de domination, c'est ça qui nous a amené à avoir un regard beaucoup plus critique vis-à-vis de l'enseignement de cette langue. On nous avait dit, mais pourquoi vous n'avez pas cette attitude vis-à-vis du français, qui est la langue du colonisateur? Mais nous répondions à l'époque, pour nous, que ce soit le français ou l'arabe, dès lors que c'est une langue qui est instrumentalisée pour imposer un système ou bien pour nous dominer, il n'était pas question pour nous de reconnaître cette langue. Et bon, à l'époque, bien sûr, on n'avait pas des arguments aussi élargis qu'aujourd'hui pour pouvoir défendre notre position vis-à-vis de cette langue. Et je me souviens que j'avais eu l'occasion de discuter avec quelques-uns de mes aînés qui sont marabouts, que pour eux, le fait de s'opposer à cette politique d'arabisation, c'est comme si on était contre l'islam. Parce que pour eux, l'islam, la langue de l'islam, c'était l'arabe. On leur disait que non, Dieu, Allah a créé l'humanité, et dès lors qu'il a créé, bon, on entrait dans leur logique, dès lors qu'il avait créé l'humanité, donc il avait créé aussi toutes les langues, et puisqu'il avait créé toutes les langues, on pouvait s'exprimer religieusement au travers de toutes les langues qu'il nous comprenait. Donc je ne vois pas pourquoi on tenait absolument à imposer
cette langue comme langue d'administration parce que tout simplement c'est une langue de la religion musulmane. Voilà, c'est des arguments qu'on utilisait à l'époque, qu'on continue toujours d'utiliser, mais pour ces aînés, non, le fait de s'opposer à l'enseignement de l'arabe, on ne s'y opposait pas, mais le fait de rendre cette langue obligatoire et qui pouvait handicaper notre avenir scolaire, pour nous, c'était logique. Bon, c'est au fur et à mesure qu'on faisait comprendre à ces aînés qu'il fallait faire attention, qu'il ne fallait pas faire de confusion entre l'islam et la langue arabe et une langue comme instrument de domination. Bon, à l'époque, nous n'avions pas d'autres arguments, comme par exemple aujourd'hui, avec le régime des Almamis, qui a eu l'occasion de régner entre 1775 et 1890, mais qui n'a jamais fait une politique d'arabisation, qui au contraire avait encouragé la promotion de leur langue, même si ce n'était pas écrit de façon systématique. Bon, c'était écrit avec des caractères arabes, mais ce n'était pas vulgarisé de façon systématique. Mais quand même, c'est des régimes qui ont su préserver une grande partie de notre identité culturelle avec l'expression de la langue pulaar, ou bien du soninké ou de cette langue. Ibrahim Agana, je vais demander à faire une parenthèse pour que vous reveniez un peu en arrière. Sur la conscience que vous avez prise du fait qu'en Mauritanie, il y avait un problème entre les différents segments de la société. Vous avez parlé tout à l'heure d'un incident qui vous est arrivé quand vous avez visité un oncle, je crois. Oui. Quand vous aviez 13-14 ans aussi. Vous nous parlez de ça? Oui, nous, en tout cas, que ce soit à Bogué, ou que ce soit à Harembar, ou que ce soit à Dakar, quand on y était, nous recevions des personnalités mortes. Et dans ma famille du côté maternel, nous avons des cousins, nous avons des oncles qui sont des morts. Et je me souviens à Bogué, des morts qui sont issus soit de l'aristocratie religieuse ou soit de ce qu'on appelle l'aristocratie guerrière, qui venaient à la maison, qu'on recevait, parce que ce sont nos oncles, c'est la famille. Et à l'époque, c'était en 58, 59, 60 jusqu'en 62, je n'avais pas conscience de ce problème, dès lors que je ne le vivais pas. Bon, peut-être que je n'avais pas conscience que le racisme existait, mais en tout cas, ce n'était pas exprimé. Et même à Dakar aussi, lorsqu'on était à l'école primaire, il y avait des Européens, il y avait des Syriens, des Libanais, comme il y avait des Africains de toutes les origines, si on peut dire, mais nous n'avions pas conscience de cette problématique. Parce qu'on ne le vivait pas, et aussi dans notre environnement, on n'entendait pas les choses, sauf à partir de 1959, quand nos aînés discutaient, il y avait déjà un début de ce débat sur la question mauritanienne, les Maures qui disaient qu'il n'était pas question pour eux que la Mauritanie soit dirigée par des Noirs et qu'ils voulaient que la Mauritanie soit assimilée au monde arabe. Mais familialement, non, je n'avais pas conscience de cela. La première fois que j'ai pris conscience de cela, c'était à Tar, en 1961. On était venus en vacances, mon jeune frère et moi, et on était chez mon frère, et on avait des amis morts. Et on allait dans les palmarès, il y avait des sortes de petites réserves d'eau, de petites piscines si on peut dire, et il fallait payer 2 ou 3 francs à l'époque pour pouvoir se baigner. Mais on est allé, le gardien a dit que non, c'est des Koris, je ne peux pas les autoriser, c'est des nègres, donc je ne peux pas les autoriser à se baigner. Et nos amis étaient venus très gênés. Bon, j'ai dit, mais pourquoi il ne veut pas? Alors, il ne voulait pas nous en parler. J'ai dit, non, mais je veux bien, nous avons de l'argent. Il dit que non, parce que vous êtes Kori, il ne veut pas que vous baignez ici. Alors, lorsque j'ai posé la question à mon grand frère, il n'a pas voulu répondre tout de suite. Mais lorsque j'ai posé la question à ma mère, qui m'a beaucoup expliqué, parce qu'elle avait vécu à Tar, mon père a vécu à Tar en tant qu'infirmier de 1933, de 1931 à 1933, qui m'a expliqué certaines choses. C'est en ce moment que j'ai commencé à comprendre. Et à l'ouverture de l'école, mon frère m'a dit non, de rester ici, je vais faire le CM2 à Tar. Donc j'ai fait 3 mois, de novembre à avril. En classe, j'ai pas supporté des comportements racistes.
Alors là, j'ai dit à mon frère, je ne peux pas. Moi, j'ai envie d'aller à Nouakchott, je ne peux pas rester ici. Ça m'a traumatisé. C'est peut-être à partir de ce moment que j'ai commencé à prendre conscience que le racisme existe. Alors je me posais la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est des choses que je n'ai jamais vécues. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ou bien qu'est-ce que l'autre a de plus que moi? Donc c'est au fur et à mesure que je me posais ces questions, je posais la question à mes aînés, qui le plus souvent préféraient éviter. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine de continuer à me poser ces questions, c'est sans intérêt. C'est à travers des ouvrages ou bien à travers des journaux, à travers des discussions que j'ai eues avec d'autres amis que nous avons commencé réellement à y réfléchir. Ce qui fait que lors des événements de 66, j'étais préparé psychologiquement à participer à ce débat politique. J'étais préparé psychologiquement aussi à combattre. Pour moi, il n'est pas question de vivre, parce que pour moi, la Mauritanie, c'est mon pays. C'est le pays de mes ancêtres. Et aussi, je vois la Mauritanie au travers de ma famille, de mes oncles, qu'ils soient morts ou noirs. Et voilà que subitement, on me fait comprendre que ces gens-là, non, vous êtes étrangers, ou bien il faut qu'on vous impose une culture, une langue, ou bien vous êtes défavorisé parce que vous êtes noir. Ce sont les autres qui sont beaucoup plus favorisés. Et ça, j'ai commencé à le vivre au fur et à mesure, parce que j'ai vécu avec mon grand frère qui est le directeur de cabinet de Mokhtar Ould Daddah. Et je voyais certaines choses qui commençaient à m'amener à réfléchir. Mais c'est surtout au travers des lectures. J'ai puisé beaucoup mes connaissances au travers des lectures pour répondre à des questions que je me posais. Et vous avez parlé aussi d'un incident avec un parent qui était commissaire. Oui, ça c'est mon grand frère qui était commissaire, d'abord inspecteur de police à Attar. Et ça c'est la question concernant l'esclavage. Et même ça, je n'avais pas conscience de l'esclavage. C'est après, au fur et à mesure, que je vois, que je regarde de façon beaucoup plus attentionnée, beaucoup plus critique mon entourage, et je vois que il y a l'esclavage. Il y a l'esclavage, et même les amis avec lesquels j'ai grandi, mes amis intimes que je considère comme mes frères, il y a le système de caste. Alors tout ceci m'amène de plus en plus à avoir un regard extrêmement critique, parfois même extrêmement dur, et ce qui m'amène même plus tard à vouloir chercher à comprendre le processus de construction des familles, la construction humaine, la construction sociale, et comment nous sommes arrivés à ce stade. Donc c'était à Attar, j'étais là à la maison, et j'ai vu un jeune de mon âge. Il était là toujours dans son coin. Il parlait difficilement. Et j'ai posé la question à mon grand frère, mais qui c'est celui-là? Il m'a dit que non, c'est pas la peine, tu te tais, tu le laisses tranquille. Bon, quelques jours après, il a disparu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il m'a dit non, il est parti retrouver ses parents. C'est bien après qu'il m'a expliqué comment il arrivait à récupérer des jeunes qui voulaient fuir leur maître dans la région de l'Adrar, Attar, Chinguitti. Bon, le jeune dont je parlais, il avait fui Chinguitti. Il avait entendu parler de mon frère Jibril qui arrivait à libérer des esclaves pour les faire fuir et les faire retrouver leur famille. Et lorsqu'il est venu, donc il a dit oui, que lui, il n'est pas esclave. Il sait qu'il est originaire d'un village qui est près du fleuve avec une grande colline, et que lui, il n'est pas esclave, il a été volé. Et mon frère a fini par faire des enquêtes et a retrouvé ses parents. Il en a beaucoup souffert aussi parce que les propriétaires d'esclaves avaient commencé à l'identifier comme quelqu'un qui était en train de faire une campagne contre cette pratique d'esclavage, et même ses supérieurs aussi administratifs commençaient à lui créer des difficultés. C'est pourquoi lui aussi il a demandé à quitter Attar en certain moment parce qu'il ne se sentait plus en sécurité. Donc j'ai pris conscience de cette situation aussi à l'âge de 12-13 ans, de ce phénomène. Et je posais des questions, parfois je pose des questions même qui gênaient.
qui gênait. C'est bien plus tard que j'ai compris pourquoi ces personnes à qui je posais ces questions étaient gênées, parce que c'est des personnes aussi qui croyaient à l'esclavage, qui croyaient au système des castes et tout ça, parce qu'ils étaient convaincus de la réalité. Problème? Non, mais on peut faire une pause. Oui. Oui. Parce qu'il doit être fatigué aussi. Non, ça va, c'est vous qui êtes fatigué. Tu veux Non, te c'est bon. l'été? Hein? Tu veux un verre d'eau? Non, pas moi, mais je veux qu'il se sente bien. Il fait beaucoup d'efforts alors. Non, ça va. C'est vrai? Ça va. Non, c'est vous. Non, parce que c'est rude de se souvenir de tout ça. Ouais, Peut-être tu peux boire quelque chose. Ça va. L'émotion est forte quand même. Ça va, oui. Non, ça va. Non, ça va. C'est vrai? Ça va. Bon, moi je voulais revenir un peu sur cette période avant la rédaction vous avez rédigé un 19 points, ou je ne sais pas combien de points il y avait en 66, la revendication que vous avez... Oui, le manifeste des 19, non, le manifeste des 19, c'est pas nous qui avons rédigé, parce qu'à l'époque on était jeunes, on était au collège. Bon, même si peut-être on avait la possibilité de le faire, ce sont surtout nos aînés qui avaient écrit le manifeste. C'est à la suite de cela qu'il y a eu les conflits d'ailleurs. Mais juste avant Ibrahima, oui. la période, disons 15-18 ans, parce oui. que c'est dans cette période-là que vous êtes au lycée. Oui. C'est une période où vous vous radicalisez un peu plus, vous avez des expériences un peu dures au lycée, ou qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? Radicalisé, non, j'ai vécu, j'étais au collège, à l'internat, parce qu'à l'époque, un élève qui ne va pas à l'internat, c'est comme si, bon, c'est pas un bon élève, ou bien c'est parce qu'il n'était pas très favorisé, donc même les parents tenaient absolument à envoyer leurs enfants à l'internat, parce que c'était pour eux aussi un moyen de pouvoir favoriser la promotion scolaire de leurs enfants. Et moi, je pense que ça a été une bonne chose, dans la mesure où le fait de nous mettre tous ensemble, ça crée une certaine compétition, une motivation, une source de motivation dans la réussite scolaire. Et effectivement, on travaille très bien. On était très encadrés aussi par nos aînés qui nous motivaient beaucoup. Parce que pour nous, la réussite scolaire était une réussite inconditionnelle pour la préparation de l'avenir, parce que nos aînés étaient pour nous des référents qui étaient dans l'enseignement, notamment dans l'éducation générale ou bien dans tous les autres services. S'ils ont accédé à ces fonctions, c'est parce que ils se sont bien comportés à l'école. Mais c'est qu'aussi on est dans un environnement où la culture éducationnelle, bon, prenons l'école coranique aussi, parce que pour nous, l'enseignement, c'est quelque chose d'important. Que ce soit l'enseignement du Coran, ou que ce soit l'enseignement pour l'enfant qui doit pratiquer le pastoralisme, ou que ce soit l'enseignement de l'agriculture, tout ce qui est enseignement. Nous avons le mythe de l'enseignement et le mythe de la connaissance. Si bien que toute personne qui a de la connaissance est très considérée chez nous, est très vénérée, très respectée. Et donc au collège, nous nous débrouillons pour bien réussir, pour être bien motivés aussi dans ce domaine. Mais peut-être ce qui me gênait un peu, c'est que j'ai été très tôt révolté contre l'islam. Parce que mon contact avec la religion, j'ai des souvenirs assez douloureux, parce que c'est le premier à m'avoir enseigné le Coran, c'est un de mes cousins à Dakar. Et à chaque fois, bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. Je m'y retrouve, parce qu'à chaque fois qu'on doit apprendre, on doit prononcer correctement des mots et tout, si on ne le fait pas, ou bien si on refuse d'apprendre, on est fouetté, on est frappé. Alors, ce qui a provoqué chez moi une certaine révolte dès le départ. Ensuite, mes lectures précoces, que ce soit Camus, ou Sartre, ou Marx et tous les autres, donc des lectures philosophiques qui se posent des questions sur tout ce qui concerne l'humanité, leur histoire et la philosophie, m'ont amené aussi à avoir un regard extrêmement critique, si bien qu'à l'école, au collège, je refusais de prier. Et j'avais souvent des problèmes avec mes amis, mes camarades de classe. Il y en a même qui menaçaient de me frapper si jamais je ne priais pas.
Donc, pour moi, je considérais que un individu ne peut pratiquer une chose que dans la mesure où il l'accepte, et qu'il l'assimile et qu'il fait de cette chose soi-même. Mais dès lors que c'est une contrainte, c'est par contrainte qu'on le fait, je n'y adhère pas. J'adhère à quelque chose quand je suis convaincu de la justesse de la chose. Et donc je suis devenu quelque chose de, même en prison aussi, hein, à Walata ou à Youn ou à Nouakchott, je disais que non. C'est ce qu'on me posait la question un jour, un de mes amis, les gens veulent que tu pries, pourquoi tu ne pries pas? J'ai dit mais je ne crois pas, pourquoi voulez-vous que je fasse une chose à laquelle je ne crois pas? J'ai pas envie. Et voilà, donc je me souviens à l'école, au collège c'était ça. Sinon pour le reste non. Et bon, j'étais assez agité, contestataire, révolté. Et bon, ce qui m'a rassuré quand même, c'est que lorsqu'on m'a ramené, c'est un garde qui m'avait ramené lors des événements de 66 à Kaïdi, au collège, parce que c'est les parents qui voulaient nous frapper, parce qu'on disait que ce sont les jeunes de Bogué, originaires de Bogué, les Halaïbé, qui créaient des problèmes à Kaïdi, qui provoquaient ces grèves, donc il faut absolument les bastonner. Et c'est des gardes qui sont venus nous prendre sur ordre du commissaire pour nous ramener chez nous, okay. Pour nous parler. Et donc pour en revenir, pour terminer, et lorsqu'on m'a ramené, le garde m'a escorté jusque chez moi, je suis arrivé à la maison, le garde m'a remis entre les mains de ma mère, elle m'a bien regardé, elle m'a dit « Tu as volé ?» J'ai dit « Non ». Elle m'a dit « Mais mon nom de famille c'est quoi ?» J'ai dit « Saho ». « Et ton nom de famille c'est quoi ?» J'ai dit « Sal ». Elle dit le nom de ma mère c'est quoi? J'ai dit Ba. Il me dit est-ce que tu as déshonoré ces noms? J'ai dit non. Il m'a dit d'accord, tant que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas déshonoré ces noms, le reste tu l'assumes. Et voilà, depuis lors je pense que pour moi ce sont des choses extrêmement importantes. Je ne volerai pas, je ne tuerai pas, je ne ferai pas souffrir un individu. Mais je ferai tout le moins quand même pour honorer les noms que je porte. Parce que tout simplement, c'est ma mère qui tient beaucoup. Elle est décédée en 1994. Donc, bon, les gens me reprochent d'être très direct parfois, de ne pas être assez complaisant. Ben, j'ai dit que moi, je pense que le fait... l'hypocrisie, je n'aime pas. Parfois, j'en souffre beaucoup parce que je ne peux pas supporter l'hypocrisie. Voilà. Mais malheureusement, on est dans une société où l'hypocrisie compte beaucoup. Parce que tout simplement, il faut sauvegarder les apparences. Je vais réouvrir la porte si besoin. Si jamais il y a un avion qui passe un peu comme tout à l'heure. Oui, c'est ça. Revenons donc à ces événements de 66, parce que tu en as fait référence, mais pas de manière à ce qu'on puisse comprendre. Est-ce que tu peux les raconter de manière un peu comme tu les as vécus, mais un peu dans la chronologie, de telle manière à ce qu'on puisse comprendre comment ton implication? Oui, disons que jusqu'en 1966, je n'étais pas structuré politiquement. Je vivais ma vie politique de façon individuelle. Bon, disons que c'est à partir de février 1966 que j'ai commencé réellement à me structurer politiquement, si on peut dire. Parce que tout simplement, lorsque ceux qui ont rédigé les manifestes, les 19 ont rédigé les manifestes, ils ont été arrêtés. Nous avons reçu des consignes au collège de Kaïdi de nous préparer aussi pour venger nos camarades, nos parents, nos cousins qui ont été agressés physiquement au lycée de Nouakchott. Qu'il fallait faire la même chose aussi au collège de Kaïdi. Et nous avons préparé d'action. Donc c'est moi-même qui devais sortir de la classe, de donner le signal pour que tous les élèves noirs sortent et qu'on s'attaque aux morts, et on s'attaque aux professeurs morts pour venger nos camarades. Bon, j'étais là en train d'hésiter, et je me souviens, nos autres amis étaient tellement pressés qu'ils sont sortis, qu'ils ont donné le signal. Et c'est comme ça que j'ai commencé, dans ma vie, l'action politique. Et le soir même, nous avons confisqué tous les biens de ces jeunes que nous avons brûlés. Pour nous, il faut, dès lors qu'on a fait ces actions chez nous, bon, on n'a pas agressé physiquement, mais
On dit que puisque eux aussi, ils s'attaquent systématiquement à nos cousins et à nos parents, donc ils n'ont qu'à quitter le collège. Disons que c'est la première action. Bon, la deuxième action qui est pour moi la plus importante, c'est lorsque le directeur de l'enseignement est venu à Kaïdi, parce que d'après ce qu'on a compris après, qu'on était en train d'identifier les leaders pour pouvoir les expulser de tous les établissements et ramener ce qu'ils appellent la paix. Bon, tout en continuant à appliquer les lois imposant l'arabe comme matière d'enseignement obligatoire. Et lorsque le directeur est venu, le directeur de l'éducation est venu, il a convoqué une réunion au réfectoire où il y avait tous les élèves, il y avait tous les enseignants, il y avait des personnalités aussi de la ville de Kaïdi. Et il m'a désigné nommément en disant que c'est moi qui suis le responsable de tous ces événements qui ont eu lieu à Kaïdi. Pourquoi ces individus vous amènent dans cette situation? Parce que ce sont des nullards qui n'ont aucun avenir scolaire et qui veulent gâcher votre scolarité. Bon, comme on dit, je suis le fils de ma mère, Kadjat Abdoulaye Sakho. Elle aussi, elle est la fille de sa mère, Kadjat Pendesam, qui sont reconnus pour quelqu'un qui exprime librement leurs opinions. Je me suis levé, à la surprise de tout le monde. C'est un aîné que je respectais beaucoup. Je lui ai dit, vous avez menti. Prenez tous mes dossiers scolaires depuis la 6e jusqu'en 3e, je suis toujours parmi les 3 premiers. Donc je ne suis pas un mauvais élève. C'est vous qui avez menti. Alors là, ça a impressionné tout le monde. Comment se fait-il? C'est pas dans nos traditions. C'est pas dans nos cultures. Mais moi, et je continue à le faire, l'hypocrisie, la malhonnêteté intellectuelle, on l'utilise pour abuser de la confiance des individus. Moi aussi, j'utilise des arguments irréfutables pour détruire systématiquement cette politique qui vise à abuser de la confiance du public. C'est pourquoi je dis que non, vous avez menti. Prenez tous mes cursus scolaires depuis la 6e jusqu'à présent, je suis toujours parmi les 3 premiers. Donc, je suis un bon élève, je ne suis pas un mauvais élève, mais il n'est pas question pour nous d'imposer cette langue qui va gâcher notre avenir. Alors, ça a eu des répercussions, parce que on en a parlé tout de suite à mon frère, qui était le directeur de cabinet de Bouldada, et il était question de me renvoyer immédiatement. Mais le directeur du collège m'a dit que non, a dit que je l'ai appris après, qu'il a dit que non, il n'est pas question qu'il soit renvoyé, parce que le directeur de l'éducation n'aurait pas dû l'indexer. Il aurait dû tout simplement parler dans les journaux, il n'aurait pas dû l'indexer. Moi, je pense qu'il a parfaitement raison de se défendre. Et ensuite, bon, on nous a renvoyés. C'est à la suite qu'on m'a escorté jusqu'à Bogué. Et on nous a permis de revenir pour faire notre brevet. J'ai réussi à mon brevet, mais on a été renvoyé. Donc on peut dire que c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire ce qu'on pourrait appeler l'action politique, mais aussi à problématiser de façon systématique la question. Mais c'était à travers seulement la langue, mais je n'avais pas encore une bonne maîtrise de la problématique concernant la question nationale. Je ne voyais que l'aspect purement linguistique, je ne voyais pas les autres aspects. C'est bien après que j'ai eu l'occasion de l'avoir. Et lorsque j'ai été renvoyé, bon, on était 100 élèves, dont 80 noirs et 20 morts, renvoyés de tous les établissements de Mauritanie. J'ai toujours pas très bien compris vraiment exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a les auteurs du manifeste oui, qui ont été attaqués, vous dites attaqués physiquement ou... Non, c'est-à-dire que c'est les auteurs du manifeste qui avaient écrit, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le manifeste. Oui, je l'ai lu le manifeste. Bon, parce qu'il y a 2 manifestes. Il y a le manifeste de 19 et le manifeste de 86. Oui. Le manifeste de 19 a été écrit en février 1966. Oui. Et dans ce document, il dénonçait la politique d'arabisation. Et demandant à ce que, dans ce pays, tous les Mauritaniens soient considérés dans les mêmes droits, sans origine raciale, sans origine culturelle ou ethnique et autres.
Et que, paradoxalement, qu'il y a beaucoup de Noirs qui ont fait leurs études dans les pays arabes, qui ont des diplômes en arabe, mais qui sont discriminés du fait de la couleur de leur peau et de leurs origines ethniques, parce que n'étant pas arabes. Donc cette dénonciation systématique, c'est la première dénonciation systématique de la politique d'arabisation, mais de discrimination raciale en Mauritanie. Et du fait de la production de cette lettre, c'est une lettre ouverte qui a été adressée au président Ould Daddah. Et en conséquence, ils ont été arrêtés et emprisonnés. Et lorsqu'ils ont été emprisonnés, les autres élèves ont réagi en demandant à ce que partout en Mauritanie, où il y a des élèves noirs aussi, qu'on réagisse systématiquement contre cette politique. Est-ce que vous étiez déjà dans une association qui a suivi des instructions? Non, aucune. C'était vraiment spontané. Peut-être à Nouakchott, les élèves, d'ailleurs la première fois, le premier événement qui a déclenché ce phénomène de lutte contre la politique de l'application de cette loi, c'est parce qu'un élève qui est aujourd'hui avocat avait été renvoyé, il était en terminale, il avait été renvoyé parce qu'il s'était chamaillé avec son professeur en français. Et comme sanction, on l'a renvoyé pour 1 mois, c'est pas 2 mois. Alors, les élèves noirs s'étaient réunis et avaient dit qu'il fallait faire une démarche auprès de la direction du lycée pour demander à ce qu'il soit gracié parce qu'il était en terminale et que le fait qu'il s'absente pendant tout ce mois, ça pouvait lui porter préjudice pour son avenir scolaire. Et c'est au cours de cette réunion qu'ils ont dit nous en profitons pour discuter de la question concernant cette loi imposant l'arabe. C'est dans ces circonstances qu'ils ont dit on va en profiter et faire une grève. Et c'est cette grève, lorsqu'ils ont commencé cette grève, et en réaction, les élèves morts ont décidé de réagir violemment contre les élèves noirs qui se permettent d'organiser une grève pour protester contre l'application de cette loi imposant l'arabe comme matière obligatoire. Ok, donc vous êtes à Kaïdi. Oui. Vous recevez des par bouche à oreille l'idée qu'il faut faire une action pour soutenir vos camarades. On ne peut pas dire nos camarades parce que c'était nos aînés, c'était nos grands frères, nos enseignants, parce que certains nous avaient enseigné à l'école primaire, mais aussi le fait que les élèves morts aient attaqué au lycée de Nouakchott les élèves noirs, que nous avons dit que nous aussi nous allons réagir partout où nous sommes pour lutter contre cette loi, mais aussi pour lutter, pour venger nos frères qui avaient été agressés physiquement parce que tout simplement ils étaient noirs. D'accord. Donc vous avez décidé de vous attaquer aux enseignants morts. Non, aux élèves noirs qui étaient au collège de Kaïdi. Ils n'étaient pas aux élèves morts, pardon. Ils n'étaient pas nombreux, mais nous avons décidé de nous attaquer contre. Bon, en douce, on était soutenus aussi par nos professeurs qui nous soutenaient parce que la plupart de nos professeurs au collège de Kaïdi c'était des promotionnaires ou des cousins ou des parents proches de ceux qui avaient été arrêtés. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça maintenant? Mais moi, je pense que c'est dans la logique des choses, parce que ce que nous ne comprenions pas, ces 19 n'étaient pas dans l'illégalité. Ils avaient produit une lettre ouverte adressée au président de la République pour protester contre le racisme, pour protester contre les discriminations raciales et protester contre l'application d'une loi qui voulait imposer l'arabisation. C'est dans leur droit en tant que citoyens. Mais en réaction, on les a arrêtés et emprisonnés pour 6 mois. Et non seulement cela, lorsque les élèves du lycée Nouakchott ont décidé de faire une grève pour protester contre l'application de cette loi, ce sont les lycéens même morts et leurs dirigeants qui sont favorables à la politique d'arabisation qui les ont attaqués physiquement. Vous voyez, nous sommes dans cette logique jusqu'à ce jour. Lorsque nous avons produit le manifeste en 1986, pour demander à ce qu'il y ait un débat national sur la question de cohabitation, en réaction, le gouvernement mauritanien a arrêté les gens, les a condamnés 5 ans, 4 ans, 3 ans de prison ferme et perte de citoyenneté, et les conséquences ont laissé des massacres, des déportations. Donc comment voulez-vous qu'on comprenne que des individus qui demandent à ce que la républicanité soit appliquée dans ce pays,
en réaction, des gens qui dirigent ce pays répriment systématiquement par l'emprisonnement ou par les massacres. Voilà, moi je pense que ce que nous avons vécu en 1966, c'est exactement la même chose que nous avons vécu en 1986 et c'est la même chose qu'on continue à vivre jusqu'à présent. Nous demandons des droits en tant que citoyens, que l'État soit là pour défendre les intérêts de tous, mais que l'État ne soit pas là pour défendre les intérêts des uns au détriment des autres. Mais à chaque fois qu'on demande l'application d'une loi républicaine, c'est la répression qui s'ensuit. Donc, si nous avons eu à réagir à Kaïdi contre ces morts, c'est pour nous défendre, mais aussi pour nous solidariser vis-à-vis de ces gens qui étaient en prison et vis-à-vis de ces gens qui ont été victimes d'agressions physiques parce que tout simplement, ils ont demandé l'application de la légalité au nom de la République. Donc même aujourd'hui, vous pensez que c'était la bonne cible. Les élèves morts, les autres élèves morts, c'était la bonne cible pour votre colère. Quels éléments? Parce que c'est ça qui me pose un peu problème, c'est que vous étiez à Kaïdi dans un lycée. Oui, dans un collège, oui. Dans un collège, vous êtes contre une loi qui est publiée ou émise par le gouvernement. Mm-hmm. Donc c'est l'État, normalement, qui est la cible de votre colère. Oui. Et vous vous attaquez à des élèves morts qui sont vos co-élèves, ou les gens qui sont dans votre collège avec vous. Mais ces élèves étaient en relation avec les autres. Ces élèves étaient en relation avec eux parce que nous avons eu l'occasion de discuter avec eux d'abord. D'abord, lorsque nous avons appris que les élèves au lycée de Nouakchott avaient été agressés, lorsque nous avons appris l'application de la loi, nous avons discuté avec ces élèves. Pour eux, ils approuvaient systématiquement la politique d'arabisation. Mais ce n'est pas tout le monde, ce ne sont pas tous les élèves morts qui ont été attaqués. Ce sont ceux-là qui menaient cette politique, qui approuvaient cette politique. Mais les autres, non, on ne les a pas trouvés. Donc pour nous, nous combattons systématiquement ceux qui sont identifiés comme faisant partie ou bien approuvant une politique de discrimination et aussi une politique visant à défavoriser la situation des Noirs par rapport aux autres morts. Okay. Non. Bon, alors donc en 66, vous avez 18 ans, donc vous sortez du lycée à ce moment-là ou... Oui, lorsque c'est à Bogué que nous avons appris. Bon, après avoir passé le brevet, nous avons réussi. Nous avons appris que 6 d'entre nous avaient été renvoyés définitivement du collège de Kaïdi. Bon, au total, sur l'ensemble du territoire mauritanien, nous sommes 100, donc 80 noirs et 20 morts. Pour nous, nous avons trouvé ça aussi discriminatoire. Parce que le gouvernement crée une loi, veut l'appliquer. Nos aînés demandent à ce qu'il y ait une justice, on les emprisonne. Nos élèves au lycée de Nouakchott sont agressés physiquement. Nous nous défendons, il y a eu des conflits raciaux, mais paradoxalement, sur les 100 élèves des lycées et collèges qui ont été renvoyés définitivement, il y a 80 noirs et 20 morts. Bon, nous avons trouvé ça paradoxal. Bon, certains d'entre nous ont quitté la Mauritanie. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de quitter en 1967 parce que je tenais absolument à poursuivre mes études. J'avais envie de faire des études. J'avais envie. Pour moi, les études, la connaissance, c'était capital pour moi à l'époque. Mais disons que j'ai été victime d'une situation assez paradoxale parce que mon frère était directeur de cabinet de Ouldada. Et lorsque j'ai été informé par mes amis qui, eux, étaient renvoyés et avaient réussi à aller au Sénégal, parce que là, quand même, il faut rendre un grand hommage à un marabout qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelle El Hadj Seyd Nourou Tall. On n'a jamais réussi à identifier la personne qui lui a remis la liste des élèves noirs qui ont été renvoyés de la Mauritanie. Et lorsqu'il a reçu la liste, il l'a remise à Senghor. Et Senghor a donné instruction au ministère de l'Éducation nationale à ce que tous ces élèves noirs soient accueillis au Sénégal, reprennent les études, et s'ils veulent même, qu'ils n'ont qu'à prendre la nationalité sénégalaise. Parce que pour nous, Sénégal, Mauritanie, c'est la même chose, comprennent. On voit des cousins, ou même on voit des parents de même père et même mère, un est sénégalais, l'autre mauritanien. Pour nous, nous sommes des Fouta-Nkobé. Le Fouta, c'est le Fouta. Mais lorsque j'ai demandé à mon grand frère
l'autorisation d'aller au Sénégal, il a refusé. Il m'a dit que non, qu'il n'en est pas question. Et que le gouvernement de Ould Daddah et tout son régime étaient complètement contre cette politique, cette solidarité exprimée par Senghor à travers la demande de El-Hassan Noutar ou de d'autres personnalités originaires du Fouta. Et ils accusaient donc Senghor de s'impliquer dans les problèmes mauritaniens. Pour nous, ce n'est pas une question d'implication, qu'on soit du côté sénégalais, qu'on soit du côté mauritanien. Nous sommes tous du Fouta, on a le même droit de nous impliquer dans la mesure où c'est le même pays, c'est le même territoire, c'est la même histoire. Et j'ai attendu. Il m'a proposé de faire mes études à l'école d'administration. Je lui ai dit que non, j'ai pas envie de travailler. Et je me souviens à l'époque, c'est un de mes cousins directs, nos deux grands-pères, mon père et ma mère, qui était le directeur adjoint de l'école d'administration. Il m'a convoqué pour me dire oui, c'est Aziz qui te demande de venir t'inscrire pour faire l'école d'administration. J'ai dit que non, j'ai pas envie. Il m'a dit c'est pas possible, tu ne peux pas quand même désobéir à l'ordre du grand. J'ai dit que non, je refuse systématiquement. Moi, j'ai envie d'aller faire mes études. Et surtout que j'étais frustré. J'avais la plupart de mes amis qui étaient partis au Sénégal, qui continuaient les études. Moi, je ne pouvais pas. Bon, heureusement, on avait un cousin qui était le directeur de la mission d'aménagement du fleuve Sénégal. Et nos deux grands-pères, même père, même mère, et qui s'appelle Ahmed Mokhtar Sao, qui est décédé, qui est venu une fois à Nouakchott, qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai dit que non, je ne fais rien. Et il m'a dit mais pourquoi tu ne veux pas étudier? J'ai dit si, je lui ai expliqué. Il m'a dit bon d'accord. Il me dit Aziz, tu le laisses venir, il va faire ses études. Bon, cette année c'est trop tard parce que nous sommes déjà au mois de février, mais l'année prochaine tu viendras à Saint-Denis, comme ça tu profiteras de tes études. C'est comme ça que j'ai réussi à aller faire mes études en 1967-68 au lycée Charles de Gaulle, où j'ai eu mon baccalauréat. Et pendant toute cette période, je m'étais complètement isolé de toute action politique. Je continuais quand même à lire, et j'étais à l'époque très influencé par le mouvement marxiste guévariste. Tellement que je me souviens, en novembre 1971, j'ai fait une fugue. Et je suis allé en Guinée-Bissau pour rejoindre le PAIGC. Et à un certain moment, je me suis tellement perdu que je n'ai pas pu retrouver. Bon, je dis que je retourne. Mais je suis allé en Guinée-Bissau. Évidemment, à l'époque, je n'avais pas osé le dire, mais en partant, j'ai écrit une lettre pour expliquer les raisons pour lesquelles j'ai quitté, parce que j'avais envie d'aller combattre avec les Guinéens de Bissau contre le colonialisme portugais. Alors j'étais véritablement, je croyais beaucoup au guévarisme, j'ai influencé. Mais je suis revenu, j'ai fait mon bac et je suis retourné chaque vacances, je suis retourné en Mauritanie. Pour moi, je venais à Saint-Louis pour faire mes études. Vous étiez à Saint-Louis du Sénégal. À Saint-Louis du Sénégal. Oui, Sénégal. au lycée Charles de Gaulle, où j'ai eu mon bac. Ton frère, il était d'accord, il vous a laissé partir. Oui, il m'a laissé partir grâce donc à l'insistance de mon cousin. Et je travaillais bien, parce que moi j'ai toujours eu cette culture de la perfection, et j'ai eu mon bac avec une mention et tout. Et les frères étaient très surpris. Ah, mais on m'a dit que tu es major de la promotion. J'ai dit mais de toute façon c'est normal et tout. Bon. Et voilà, ils m'ont dit maintenant tu vas chercher une bourse pour faire tes études à l'université. J'ai dit oui. Je voulais faire biologie, mais après j'avais tellement envie de comprendre l'histoire humaine. J'avais tellement envie de comprendre mon histoire moi-même. J'avais envie de me comprendre pour pouvoir mieux me construire et aussi construire toutes mes relations. Je crois qu'il y a le tabac. Oui. J'avais envie de comprendre pourquoi j'existe. Pourquoi les autres existent, pourquoi la Mauritanie. J'étais dans une culture de questionnement, et il n'y a que l'histoire qui pouvait m'aider à
à comprendre tout ça. Je me souviens en terminant, à ma première, mon professeur de biologie disait, mais il faut absolument que tu fasses des études en biologie. J'ai dit non, j'ai envie de faire l'histoire. Pourquoi? Parce que j'ai envie de comprendre. Ça devait me permettre de me construire. Pour moi, c'était indispensable. Et donc, je me suis inscrit à l'université. J'ai eu ma bourse. Je me suis inscrit à l'université. Mais pendant les vacances, avant d'aller à l'université, j'ai repris mes activités politiques. Parce que j'ai vécu une période de 1968 à 1971 dans une phase, parce qu'on était dans un club, dans un groupe de jeunes à Bogué, disons que c'était une vie d'insouciance. Mais à partir de la terminale, j'ai repris mes activités politiques parce que j'ai été abordé par d'autres jeunes qui voulaient que je reprenne mes activités politiques. Et c'est comme ça à l'université que j'ai repris. J'ai repris et on a fait une grève en 1971-72. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on avait fait une grève à Nouakchott, une manifestation au ministère de l'Éducation nationale pour demander à ce que nos conditions sociales soient améliorées, les bourses soient améliorées et tout. Et en représailles, on nous a dispersés par la force et certains de nos camarades ont été arrêtés et incorporés dans l'armée en application d'une loi qui existe en Mauritanie, comme quoi le service militaire est obligatoire, mais qu'on n'appliquait jamais. Et nous avons décidé de faire une grève, donc de ne pas nous inscrire dans toutes les universités où nous sommes, jusqu'à ce que nos camarades soient libérés et qu'on tienne compte de nos revendications sociales. Et je me souviens, mon grand frère aussi, toujours le même, m'a convoqué dans son bureau. À l'époque, il était le permanent du bureau national, du PPM, du parti politique mauritanien, parti du peuple mauritanien. Le parti de Ouldada, c'était le parti unique. Dans son bureau, il m'a présenté des Algériens. Il dit que la Mauritanie a besoin de cadres. Si la Mauritanie avait des cadres, nous n'aurions pas fait appel à ces Algériens. Donc, il n'est pas question que tu fasses la grève. Donc, il faut absolument que tu retournes faire tes études. Et je lui ai dit que c'est mon aîné, il y a 25 ans de différence. C'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'a amené à l'école et tout. Mais politiquement, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais entendu. Je lui ai dit que non, j'ai pas envie d'aller, parce que mes camarades sont encore en prison et nous avons décidé de rester en grève tant que nos camarades ne sont pas libérés et qu'on ne satisfait pas à nos revendications sociales. Il m'a dit que non, moi je veux que si tu veux même, le ministre de l'Éducation nationale, je vais l'appeler tout de suite, au lieu que tu ailles à Dakar, on va t'envoyer en France, tu vas poursuivre tes études là-bas. Bon, ce qu'il cherchait, c'est me corrompre, j'ai dit que non. Bon, il m'a dit de sortir de son bureau. C'est mon grand frère, même père, même mère, c'est mon aîné, c'est lui qui m'a élevé. J'ai dit d'accord. Et 2 jours après, je viens chez lui, j'entre. Bon, le garde qui était là, c'est un garde que je connaissais depuis des années. Il avait reçu comme consigne de ne pas me laisser entrer à la maison. Mais il ne voulait pas parce qu'il était très gêné, il me considérait comme son jeune frère. Alors lorsque je suis entré, j'ai salué mon grand frère. Il m'a dit, il ne faut plus venir ici à la maison. J'ai dit d'accord. Mais en tout cas, moi je reste dans mes principes. Tu as ton opinion politique, moi aussi j'ai mes opinions politiques, bien que tu sois mon grand frère, tu m'as élevé et tu m'as amené à l'école. Voilà, l'année suivante, on a repris nos études à l'université de Dakar. Je dis encore que ça fait la 3e année que je perds mes années d'études à cause de l'action politique. Il faut que je temporise un peu peut-être pour pouvoir... parce que je vois que tous mes camarades de classe ont déjà terminé leurs études, sont en train de travailler. Moi, je suis là encore en train de traîner. Et voilà, j'ai repris mes études jusqu'à la maîtrise. Que tu as eu en 72 ou... que j'ai eu en 76. 76 et j'ai présenté mon mémoire de maîtrise sur les relations entre ce qu'on appelle le Fouta Toro et l'émirat du Brakna. Ça aussi, c'est une base pour moi à partir de laquelle je devais comprendre au travers de la Mauritanie les relations entre les Maures
et disons ce qu'on pourrait appeler les Noirs, quoi, parce qu'il fallait avoir une base de compréhension. Et lorsque j'ai eu l'occasion donc de rencontrer Absa, mon épouse, c'était le 15 novembre, je retiens bien la date, le 15 novembre 1971, mais on s'est mariés après, en 1976. Et lorsque j'ai eu mon mémoire de maîtrise, parce que j'aime bien l'histoire, surtout j'aime bien comprendre aussi beaucoup de choses, si bien que lorsque j'ai présenté mon mémoire, j'ai voulu faire ma thèse. Et là aussi, j'ai été confronté à une situation qui m'a amené encore à m'installer dans mes convictions politiques et idéologiques. Nous étions 3 Noirs. Nous avions tous fait l'université. Je vais t'interrompre, oui. Ibrahim, parce qu'on est à la fin de la cassette. Oui, ça c'est une pause alors. On est à Dakar, on est à l'université. Bon, on reprend. Je crois que j'avais parlé de l'université où j'ai fait ma maîtrise. Voilà, c'est bon, ça. Voilà, effectivement. Donc, c'était après le mémoire de maîtrise. Je ne voulais pas me contenter d'une maîtrise, je voulais donc faire une thèse parce que ça me passionnait au fur et à mesure que je pénétrais dans l'histoire, ça me passionnait de plus en plus, donc je voulais faire une thèse et ensuite enseigner peut-être. Et j'ai été confronté à Nouakchott à une situation qui m'a installé encore beaucoup plus dans mes convictions politiques et dans ma perception sur cette Mauritanie. C'est donc pendant les vacances de 1977, nous étions 3 étudiants qui venions de l'université de Dakar, 3 Noirs, et nous voulions avoir une bourse de 3e cycle. On nous a fait comprendre que ce n'était pas possible parce qu'on ne distribuait plus des bourses de 3e cycle et qu'il fallait donc que nous allions enseigner. Bon, moi je ne voulais pas du tout, les autres collègues aussi, et nous avons demandé à voir le ministre de l'Éducation nationale qui nous a reçus, c'était Ahmed Sidi Baba. Nous lui avons expliqué, donc nous avons formulé nos doléances. Il nous a répondu que non, qu'il vaut mieux que nous allions enseigner parce que nos jeunes frères en Mauritanie ont besoin d'enseignants et qu'il fallait surtout penser à l'avenir de nos jeunes, de nos frères. Bon, moi, auparavant, j'avais entendu parler d'une information concernant 3 autres morts qui étaient dans la même situation que nous et qui venaient d'avoir des bourses de 3e cycle pour faire le 3e cycle ici en France, dont un qui devait préparer son agrégation. Et parmi ces 3 morts, il y avait le frère de Ouldada et l'autre son cousin. Et moi j'ai dit au ministre, bon, moi j'ai toujours mon franc-parler, même si ça dérange. Je lui ai dit oui, moi je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il faudrait quand même que ce soit valable pour tout le monde. Nous remplissons les conditions parce que depuis la première année à l'université jusqu'à l'année de mémoire de maîtrise, nous avons toujours eu la mention très bien ou bien. Donc nous remplissons les conditions pour faire un 3e cycle. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous, on nous demande d'aller enseigner et qu'on permette à ces jeunes morts, j'ai cité leur nom, de faire le 3e cycle. Pourquoi cette discrimination ? Alors, dès que j'ai terminé ma question, il n'a pas répondu. Subitement, nous avons entendu derrière la porte qui s'ouvrait, c'est un garde avec son fusil. Alors, il nous a dit sortez de mon bureau. J'ai dit non, mais monsieur le ministre, nous avons posé une question, nous sommes venus réclamer des droits. Il m'a dit sortez, sinon vous allez voir. Bon, nous sommes sortis. Et moi, je me suis dirigé directement vers le directeur de cabinet, le secrétaire général, du ministère qui s'appelle Abdelaziz Diène. Sa mère est une Mauresque et son père est un Lébou originaire de Dakar et un des amis d'un de mes grands frères, le deuxième.
Et je suis allé le voir, j'ai dit que moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette politique. Heureusement, lorsque je suis arrivé, il était là en train de parler avec la représentante du consulat du Canada à Dakar, qui était là en train de protester vivement en disant qu'il n'est pas question qu'on dise que le Canada était complice de la politique de discrimination raciale en Mauritanie. Parce qu'ils ont reçu des lettres dénonçant le Canada. Beaucoup de jeunes noirs envoyaient des dossiers qui n'étaient pas reçus alors que seuls les morts étaient envoyés au Canada. On acceptait leur dossier. Et elle protestait vivement. Elle disait que désormais, elle demanderait à ce que tous les étudiants, qu'ils soient noirs ou morts, envoient directement leur dossier au consulat pour qu'eux-mêmes ils étudient les dossiers. Alors là, j'ai intervenu tout de suite, j'ai dit oui, madame, ce que vous dites, c'est vrai. Nous-mêmes, nous sommes victimes de ça. Et c'est une politique raciste qui est pratiquée ici. Alors, elle est partie. Et Azizienne m'a dit de ne pas tenir ce genre de propos. J'ai dit si, c'est une réalité. Vous pratiquez la discrimination raciale. Vous, Azizienne, vous n'avez pas le droit de vous comporter ainsi. Votre mère est Maras, votre père est un Wolof. Mais vous êtes bien placé pour refuser systématiquement cette politique de discrimination. Alors, je suis sorti. Et je suis allé voir mon grand frère, un de mes grands frères qui était commissaire de police, celui dont je parlais, qui m'a dit, ah justement, je te cherchais, tu vas... Aziz vient d'appeler tout de suite le frère aîné, qui est donc... à l'époque, il était président de l'Assemblée nationale. Jusqu'au coup d'État, il était président de l'Assemblée nationale, de 75 à 78. Tu vas répondre à Aziz, il veut te voir. Dès que j'arrive, je le trouve dans la cour, assis. Il m'a dit, c'est Azizienne qui vient de me téléphoner tout de suite, il a traité de raciste. J'ai dit que non, je n'ai pas traité de raciste. J'ai dit que le gouvernement, la politique mauritanienne, ici, c'est une politique raciste. Il me dit non, Azizienne n'est pas raciste. J'ai dit que je n'ai pas dit qu'Azizienne est raciste. J'ai dit qu'il y a du racisme en Mauritanie. Il m'a dit, Ibrahima, tu es complexé. Le racisme, ça n'existe pas en Mauritanie. J'ai dit si. Si. C'est pas parce que tu es président de l'Assemblée nationale que le racisme n'existe pas. Bon, il m'a dit, sors. On ne s'entend jamais sur le plan politique. Alors, je suis sorti. Il y a eu le coup d'État. Bon, nous avons continué à faire nos démarches. Je n'avais pas de bourse, mais je suis retourné quand même au Sénégal pour continuer mes recherches, pour préparer ma thèse. En temps, il y a eu le coup d'État, j'ai pu bénéficier d'une bourse, grâce au soutien d'autres aînés qui étaient là en train de préparer le 3e cycle aussi. Bon, c'est comme ça que lorsque ma famille est revenue, parce que mon épouse était en train de préparer sa formation d'inspectrice des douanes, parce qu'elle avait eu sa maîtrise en droit des affaires. Bon, elle a voulu faire le 3e cycle, ensuite, bon, ça ne l'intéressait plus et elle a préféré donc s'inscrire pour être inspectrice des douanes. Lorsqu'elle a terminé, notre aîné était déjà né en 1977. Bon, elle est rentrée pour travailler aux douanes. Moi, j'ai dit, bon, je continue à faire la navette entre Nouakchott et Dakar. Ok, je vais faire une petite parenthèse parce que là, entre 60 et 78, c'était Ouldara qui était président. Oui, il a été nommé président de la République à l'indépendance de la Mauritanie le 28 novembre. Il est resté au pouvoir jusqu'au 10 juillet 1978. Alors, j'aimerais bien que vous caractérisez ce régime. Vous me dites un peu comment vous analysez ce régime. C'est un régime qui fondamentalement met l'accent sur la problématisation de l'arabisation de la Mauritanie. Pour être plus clair, depuis 1958, ce débat avait commencé que la Mauritanie est-elle un pays arabe ou non. Et à l'époque, il y en a qui disaient que la Mauritanie n'est pas un pays africain, paradoxalement, alors que ça fait partie du continent africain, et qu'il faut l'intégrer dans le monde arabe. Alors que les Noirs, il y a des Noirs qui disaient, j'ai eu un cousin qui avait écrit à l'époque, en 1958, un article pour dire que si les Maures ne veulent pas être dirigés par des Noirs sous prétexte qu'ils sont arabes, mais il faut tenir compte de la démocratie et des droits de tous les citoyens de ce pays à vivre intégralement dans ce pays leurs droits.
Bon, c'est la démocratie. On élit quelqu'un, on n'élit pas à cause de ses origines ethniques ou autres, on élit parce qu'il est reconnu pouvant diriger ce pays pour l'intérêt de l'ensemble des populations. En même temps, vous avez dit que c'était un parti unique. C'était un parti unique. Qui se réclamait aussi d'une certaine sorte de socialisme, non? Oh, mais c'est qu'à l'époque, c'était à la mode. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire que nous sommes un régime socialiste et appliquer une politique raciale. Parce qu'à l'époque, le système n'était pas aussi bien structuré, aussi fort, pour pouvoir montrer de façon assez agressive sa volonté d'arabisation, même si en 1960 déjà et en 1966 aussi, ils ont créé ces lois imposant l'arabe. Et en 1971, lors du congrès d'Ayoun, Ould Adel avait dit, notre objectif c'est d'arabiser le pays. Faire de ce pays tous des Arabes ou des arabisés et que la moitié est un pays arabe. Bon, moi je pense que si lui, il n'a pas eu à appliquer une politique de répression physique, même s'il a eu à arrêter déjà en 1966, il avait une stratégie extrêmement intelligente qui visait à endormir toutes les consciences politiques qui commençaient à se développer contre la politique d'arabisation par la corruption politique, par la corruption sociale. Et les gens se sentant sécurisés, entre guillemets, socialement et politiquement, ne remettront pas en cause ce système dès lors que ce système leur garantit une certaine sécurité sociale. C'est le cas de mon frère, c'est le cas de beaucoup d'autres cousins, parce que j'ai une large famille qui est très impliquée dans le système et qui a joué un rôle important, qu'on le veuille ou non. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ils mettaient en place un dispositif administratif, économique, éducationnel, qui permettait dans l'avenir de mieux gérer de façon assez affirmée cette politique d'arabisation. Alors qu'à l'époque, en 1960, que l'on prenne les administrateurs, que l'on prenne dans l'enseignement, la santé et tout, les cadres, essentiellement, c'était des Noirs. Dans l'armée aussi, dans les forces armées. Dans l'armée, je prends l'exemple, l'officier le plus gradé, c'était le commandant Diallo. Mais pour eux, il n'était pas question qu'il devienne chef d'état-major de l'armée. Ils ont préféré proposer un Français que j'ai eu l'occasion de rencontrer lorsque je faisais mes recherches. Ici, il vit encore. Ils l'ont nommé chef d'état-major de l'armée mauritanienne. Je lui ai rendu visite chez lui. Il m'a bien reçu. Il m'a montré beaucoup de choses. Et c'est lui qui avait été nommé chef d'état-major de l'armée mauritanienne en attendant que les 3 officiers, les 3 instituteurs morts qu'on a amenés ici en France terminent leur formation. Et quand ils ont fini, ils sont revenus. Alors on a nommé l'un d'eux chef d'état-major de l'armée mauritanienne, alors que le commandant Diallo, et la plupart des autres, parce qu'il y avait un décret de 1910 disant que l'armée coloniale d'occupation, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, seuls les Noirs devaient être recrutés, les morts étaient exempts. Ce qui fait que quand à l'indépendance, les officiers, c'était des Noirs qui avaient fait la guerre d'Indochine, qui avaient fait la guerre d'Algérie, qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient avec le grade de sergent, d'officier et autres. Et ce sont ceux-là, principalement, qu'on a retrouvés maintenant à partir de 1960. On a favorisé la formation des morts pour que ceux-ci contrôlent. Jusqu'à présent, depuis l'indépendance jusqu'à présent, il y a eu un seul Noir chef d'état-major de l'armée mauritanienne. C'était le colonel Yal. Deuxième question, un peu en forme de parenthèse. On est 16 ans après l'indépendance. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une université un peu de renom à Nouakchott? Pourquoi il faut faire les études à Dakar? C'est seulement en 1981 qu'ils ont créé l'université. Ça, je ne saurais le dire parce que peut-être que le gouvernement n'avait pas encore ses ambitions, même si on en parlait. C'est surtout à partir de 1980-81 qu'ils ont pensé réellement à la mise en place d'une université. Mais peut-être parce qu'à l'époque aussi,
nous n'avions pas des cadres universitaires qui pouvaient gérer donc la création d'une université, mais après on a eu beaucoup de cadres qui pouvaient le faire. Sous Wuldada, non, beaucoup moins. Ok. Et juste troisième question, puis après on avancera. C'est que vous avez dit que en tant qu'étudiant à Dakar, quand même, vous avez été un peu tiraillé entre protestation politique et investissement à fond dans les études. Il était dans quel état l'opposition mauritanienne à cette époque-là? À l'époque, l'opposition mauritanienne était très influencée par, disons, la gauche et l'extrême gauche. Et nous tous, nous avons été, disons, élevés en grande partie aussi dans la culture marxiste-léniniste et aussi maoïste, très influencés. Du fait de nos aînés qui ont fait leurs études ici, en France, ou bien même au Sénégal, étaient très nourris de ces idéologies. Alors, lorsqu'ils sont rentrés en Mauritanie, ils nous ont transmis donc cette culture que nous avons assimilée sans grand problème, même si nous sommes dans une société à 100% musulmane qui est très influencée par la culture musulmane. Mais je n'ai jamais réellement senti une opposition systématique entre les deux cultures dans la mesure où chacun de nous vivait, bon, à part moi je m'étais complètement impliqué, mais l'essentiel vivait dans une double personnalité, une personnalité que l'on pourrait appeler dite mauritanienne, ou Mor, ou Poulo, ou Sonic et autres, qui vivait au sein de la famille sa personnalité culturelle, mais dans le public qui vivait ce qu'on pourrait appeler, dans l'idéologie qui vivait sa personnalité politique ou idéologique, surtout influencée par le marxisme, léninisme. Et dans le discours, on le sentait, parce que quand on s'exprime vis-à-vis du pouvoir, on a toujours un discours maoïste, léniniste, marxiste-léniniste, etc. Et donc, on vivait cette situation, si bien qu'à certains moments même, Wuldada en profitait, ou les autres en profitaient pour nous taxer, ou taxer en tout cas l'opposition en général, de marxiste-léniniste ou de maoïste. Ouais. Moi, je me souviens lorsque Mao est décédé, c'est mon frère, le deuxième, qui est venu me dire, voilà, maintenant vous allez bien vous reposer, Mao est mort. J'ai dit, non, Mao est mort, mais ses idées restent. Mais l'opposition, on peut imaginer, je ne connais absolument pas, mais on peut imaginer que vous étiez plutôt dispersés dans différents groupes, différentes tendances, que en fait vous ne représentiez pas une véritable menace pour le gouvernement, c'est vrai ou... Non, disons que oui et non. Oui, dans la mesure où il y a de façon permanente une remise en cause du régime qui a été assimilé à un régime néocolonial au service de l'impérialisme franco-américain. C'est comme ça qu'on le pensait. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on commençait à parler de la question de cohabitation, de la question nationale, on nous disait que la question nationale est un aspect secondaire. Ce qui est important, c'est de libérer d'abord le peuple de ce régime néocolonial au service de l'impérialisme franco-américain. Quand on l'aura libéré, le régime patriote résoudra correctement la question nationale. Mais ce régime ne peut pas le résoudre parce qu'il est soumis à la volonté de l'impérialisme franco-américain. Et nous, en tout cas, au niveau d'un certain groupe de Noirs, on ne croyait pas à ça. Dans la mesure où nous pensons que, en même temps que nous luttions contre le régime de Wuldada, en même temps, nous devions faire un travail de sensibilisation, d'information auprès de la classe politique maure pour qu'on sache que la Mauritanie ne pourrait être viable que dans le respect des uns et des autres et dans une cohabitation pour nous qui doit être très enrichissante dans la mesure où nous sommes tous issus, que ce soit biologiquement, culturellement, du métissage. Donc pour nous, ça nous enrichit. Mais déjà à l'époque, l'influence de l'idéologie panarabiste est tellement imprégnée chez nos camarades maures,
Bon, ils ne le montraient pas. C'est surtout à partir de 1974 qu'ils l'ont réellement montré. Et pour nous, disons que ça a été un choc psychologique. Pour nous, nos générations. Parce qu'on était tellement dans la logique du marxisme-léninisme qu'on ne pensait pas que ses camarades avaient une conception panarabiste qui faisait que la Mauritanie ne pouvait être qu'un pays arabe. Alors, je me souviens, en avril 1974, du moins au mois d'août, on avait un congrès, le congrès de l'Union des étudiants, élèves et étudiants, l'union, je crois que c'était l'Union générale des étudiants mauritaniens, l'UGESM. Dans le débat, les camarades auxquels on avait le plus grand respect, quand ils ont commencé à véhiculer des discours disant que de toute façon qu'il fallait se ranger du côté du gouvernement de Ouldada parce que celui-ci était menacé par des éléments infiltrés néocolonialistes contre lesquels il fallait combattre. Donc, puisque Ouldada, avec la création de la monnaie, de l'Ouguiya, la nationalisation de la Miferma, était en train de montrer quand même qu'il était nationaliste et qu'il était anti-impérialiste. Donc, étant donné cette politique de récupération nationaliste des biens de la Mauritanie, on ne pouvait pas taxer de Ouldada de chauvin, de raciste, de chauvin arabe. Donc, mais lui étant menacé par une tendance dans ce régime qui était une tendance qui était plus proche de la France, donc il fallait soutenir la tendance de Ouldada contre l'autre tendance. Et je me souviens, on taxait même mon propre grand frère de la tendance pro-française. Alors, nous, on n'est pas tombé dans ce piège. J'ai dit que, je me rappelle bien que j'ai dit que ça, c'est une stratégie. Pour nous, il n'est pas question d'accepter ce raisonnement. C'est à partir du moment qu'il y a eu un début de cassure, août 1974, nous avons dit qu'il faut absolument que nous nous organisions en tant que Noirs, étudiants ou non, pour créer notre mouvement politique et lutter contre ce système-là. Parce qu'à l'époque, on parlait du système arabo-berbère. Contre ce système, et il faut que nous nous organisions. Et disons qu'on peut considérer que c'est le départ, même s'il y a eu quand même des aînés qui avaient commencé là, mais nous avons hérité pour dire qu'il n'est plus question de faire partie de ce mouvement qui était là, phagocyté par cette tendance assez démagogue, mais qui en réalité voulait tout simplement utiliser une stratégie pour calmer nos esprits et continuer la politique d'arabisation. Donc pour moi, et pour nous tous, en tout cas, août 74, c'est une date extrêmement importante de rupture avec les morts avec lesquels on a beaucoup fait de choses dans le cadre de nos convictions marxistes-léninistes. Donc 78, c'est... Quand est-ce que vous avez vu votre thèse? C'était ma thèse, je devais la soutenir en 87, mais avec les événements, les arrestations, j'ai tout perdu. À ma libération, j'ai été obligé de tout recommencer ici. Ah oui, d'accord. Donc je l'ai soutenu en 98. Ok, 60. Donc pour raconter, avancer à partir de 78, c'est le coup d'État de Haïdara à ce moment-là? Non, c'est le coup d'État de Salek. Ah oui, d'accord. Bon, Ouldada a été renversé. Naïvement, peut-être parce que j'ai vécu dans un environnement très proche de mon frère. Politiquement, on ne s'entendait pas. Mais d'ailleurs, la dernière fois, lorsqu'il est venu ici, c'était en 2001. On discutait beaucoup. Il me dit, tu sais, Ibrahima, vous nous reprochez d'avoir joué le jeu du système. Mais peut-être à l'époque, on croyait tellement à la Mauritanie que pour nous, on ne parlait pas. On avait bien conscience de tous ces problèmes. On connaît bien la Mauritanie. On connaît de A à Z comment ce pays a été construit. Mais on a la culture de l'État. Et on croyait tellement à ça qu'on s'est impliqué. Effectivement, à la veille du coup d'État, il commençait à avoir quelques frictions avec Ouldada. Effectivement, ça c'est vrai. Mais il raisonnait tellement en tant que fonctionnaire, et c'est après, parce que j'ai travaillé sur l'administration coloniale, que j'ai lu des rapports des administrateurs coloniaux,
qui disait que ce qu'on appelle les Foutankob, les Alpularennes, quand ils travaillent l'administration, ils sont tellement... ils parlent d'efficacité de ces individus. Ils sont tellement rigoureux dans la gestion administrative et tout, que des fois l'administration coloniale, ou bien que ce soit militaire ou administrative, les utilisait beaucoup dans leurs fonctions. Et ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas cette culture que nous continuons d'avoir et qui est utilisée même par cette administration? Quoi qu'il en soit, moi je lui ai dit que je ne comprends pas que nous ayons tous ces cadres, des médecins, des ingénieurs, des professeurs et tout, mais qui ont en large partie participé à la mise en place de ces systèmes. Parce que moi j'étais convaincu, et je suis toujours convaincu, que si automatiquement après les indépendances il y avait une affirmation systématique, parce que ça avait commencé effectivement en 1958 et ça a commencé en 60, mais certains étaient tellement convaincus que il n'y avait rien à faire, qui sont partis s'installer au Sénégal. Moi je pense que s'il y avait cette affirmation depuis l'époque, je crois que le déroulement de l'histoire d'aujourd'hui ne serait pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être que le régime a beaucoup bénéficié de la complicité. Pas complicité dans le sens négatif, c'est-à-dire que de la collaboration, si on peut dire, voilà, c'est bien le mot collaboration, de nos cadres pour affirmer cette politique d'arabisation. Et en 1978, lorsqu'il y a eu le coup d'État, naïvement, on pensait que ceux qui venaient de prendre le pouvoir allaient changer les situations. Mais moi, j'étais très sceptique. Et je me souviens que j'ai eu une discussion assez vive avec un de nos aînés. C'était aussi la fin de la guerre avec le Polisario. C'était la fin de la guerre au Polisario. Et je me souviens, moi, c'était à l'ambassade de Mauritanie à Dakar. L'ambassadeur avait réuni les étudiants mauritaniens pour chercher à avoir une caution des étudiants mauritaniens en faveur de la guerre, en faveur de l'occupation du Sahara. On était 3 Noirs à être contre. Et je me souviens, l'ambassadeur m'a dit, oui, de toute façon, si vous êtes contre, c'est parce que vous ne voulez pas que les Sahraouis rejoignent la Mauritanie et que les Maures soient plus nombreux que les Noirs. Ça, ce sont vos thèses. J'ai dit que non, monsieur l'ambassadeur. Moi, je crois au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Laissez les Sahraouis obtenir l'indépendance. Et on a fait courir le bruit que tous les Noirs sont contre la guerre du Sahara, parce que tout simplement, ils ne veulent pas que la République sahraoui, le territoire du Sahara, soit intégré à la Mauritanie, de peur d'être minorisé par rapport à l'ensemble de la Mauritanie. Alors que ce n'était pas du tout vrai. Et en 1978, lorsqu'il y a eu le coup d'État, beaucoup d'amis, de camarades croyaient que c'était fini. Bon, maintenant, la situation va changer. Et j'ai eu donc cette discussion avec cet aîné. Ils avaient créé une structure, une association, une sorte de club des hommes d'affaires mauritaniens noirs. Parce que concrètement, les Noirs étaient mieux structurés. Il y avait une bourgeoisie noire qui était assez dynamique, qui avait beaucoup de qualités et tout, mais elle était bloquée carrément par le système qui voulait tuer cette bourgeoisie noire en faveur de cette bourgeoisie maure naissante, qui était moins intellectuelle, tandis que la bourgeoisie noire elle était très intellectuelle aussi. Elle avait beaucoup d'initiatives dans la mesure où, avant l'indépendance, beaucoup d'entre eux avaient commencé à mettre en place tout un dispositif financier dans le cadre de l'AOF et qui leur permettait d'avoir... c'est l'un d'eux-mêmes qui avait pensé à créer, parce qu'il était venu avec des fonds, à créer une compagnie d'aviation en 1960, privée. Bon, et beaucoup d'autres choses aussi. Donc, moi, il m'a dit, oui, ben, maintenant c'est le nouveau régime, nous allons écrire cette lettre pour leur demander que l'État soit neutre. Que l'État soit neutre par rapport aux différentes ethnies et que chacun vive sa liberté. Et que maintenant, l'État gère la vie administrative politique. C'est mon aîné, mais je lui ai dit que tu es très naïf. Bon, il y avait beaucoup d'autres, il y a eu une discussion assez vive. J'ai dit que non, moi je ne crois pas à ça. C'est un système qui est là, qui est en train de vous détruire en faveur d'une bourgeoisie mort. Dire que le demander d'être neutre, mais c'est un système dans lequel il n'y a que des morts qui contrôlent le pays. Les Noirs qui sont là, ce sont des instruments. Il m'a dit que non, je suis extrémiste. Mais aujourd'hui... j'aimerais bien le retrouver pour discuter avec lui, surtout que lui, il avait rejoint Ouldada.
qu'il assimilait à De Gaulle, c'est le sauveur de la Mauritanie. Bon, de toute façon, ça c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, disons que je crois que si le régime de Ould Daddah avait perduré, ça nous aurait fait retarder dans la prise de conscience assez structurée, assez mieux réfléchie pour mener un combat dans lequel il y aura cette pancarte y en a marre, c'est fini, il faut arrêter cette politique hypocrite d'arabisation. Est-ce qu'on peut, alors je sais que c'est un gros saut, mais entre 78 et 86, quelle était ton évolution, quel était ton parcours? Bon, entre 78, donc 78-79, il y a eu beaucoup de remous. Ça bouillonnait. Parce qu'on était à la recherche d'une assise politique, idéologique, qui nous permette de mener réellement le combat. Parce qu'on se disait que si jamais ça continuait, c'était extrêmement dangereux pour nous. Si bien qu'il y a eu beaucoup de petites structures qui se sont mises en place. Et nous sommes allés même jusqu'à, honnêtement, proposer à ce que des officiers noirs prennent le pouvoir. Parce que c'est vous qui avez organisé militairement la prise le coup d'État contre Ould Daddah, toute la partie technique et autres. Pourquoi vous laissez le pouvoir à ces gens-là? Parce que le jour qui a été fixé pour le coup d'État, beaucoup d'officiers morts étaient sortis de Nouakchott pour tous les prétextes, alors que les officiers noirs étaient là, parce que si ça avait échoué, bon, c'est eux seuls qui seraient en face de ce régime, mais si ça n'échoue pas, eux, ils reviennent, ils reprennent le pouvoir. Pourquoi? Bon, certains ont dit que non, on attend, mais ils disent que non, il faut prendre le pouvoir. Nous sommes allés jusqu'à voir le colonel hier qui est décédé pour dire qu'il faut absolument que tu prennes le pouvoir. Tu as tes preuves, tu as fait tes preuves, la guerre d'Indochine, tu as fait tes preuves, la guerre du Sahara. On connaît tes compétences, ton courage et aussi ton honnêteté politique. Parce que toi, tu n'as aucune conviction que la Mauritanie doit être dirigée par telle ethnie, telle ethnie. On a eu l'occasion souvent de discuter avec lui. Il prend le pouvoir. Non, il n'a pas voulu. Bon, il est décédé ici en 85. Bon, mais pour nous, il fallait donc qu'on essaie de voir comment on peut faire les choses. Bon, entre 1978 et 1979, on a compris que si jamais on continue par groupuscule, ça ne sert à rien. Il faut créer un mouvement global. Bon, dans ce mouvement, il y a plusieurs tendances. Parce qu'aujourd'hui, au sein des Flammes, on trouve, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement. On trouve de toutes les tendances idéologiques, politiques, mais il y a quand même quelque chose qui nous réunit. C'est cette volonté de détruire ce système. Bon, en 1979, on a tenté. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait énormément de contradictions. D'abord, du point de vue des personnalités politiques. On est dans une société où il y a des ambitions personnelles. Et ces ambitions personnelles constituent souvent des handicaps dans la marche de l'organisation d'un mouvement ou bien d'un parti qui ne doit avoir comme objectif que la mise en place d'un système dans lequel on va instaurer une république. Bon. Et en faisant mes recherches dans l'histoire, j'ai retrouvé cette même logique au XVIIIe, XIXe siècle. Des contradictions qui ont fait affaiblir des États, un affaiblissement sur lequel s'est beaucoup basée l'administration coloniale pour s'imposer. Alors j'ai dit que si ça continue comme ça, c'est extrêmement dangereux. Autre chose aussi, c'est qu'on n'avait pas tous les mêmes perspectives politiques. Si bien que, bon, quoi qu'il en soit, les Flammes devaient être créées en 1979 ou 80, mais à cause de ces contradictions, ça a été créé en 1983. Mais malgré tout, les groupuscules qui existaient faisaient quand même un travail assez intéressant. D'abord par la production de documents, les contacts physiques avec les populations, le travail de sensibilisation et aussi faire comprendre toute la logique du système qui veut imposer cette politique d'arabisation. Alors cette prise de conscience, elle a été favorisée aussi par la déception qu'ont eu les gens lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucune différence entre le régime de Ould Daddah et les militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Ils sont tous dans la même logique, la logique de l'arabisation du pays et du contrôle de ce pays du point de vue économique, politique, administratif et culturel par
les Arabo-Berbères. Et ça, Ould Salek l'a montré. Il y a eu une crise en mars-avril 1979. Et lorsque les autres aussi l'ont pris, ils l'ont montré. Alors, ce qui fait que beaucoup d'entre eux ont fini par comprendre que c'est tous les mêmes. Comme on dit en pulaar moƴƴo alaa e baaɗi. Donc, il n'y a pas de bon chez les changes, tradition littérale. Et ils sont tous les mêmes. Et au fur et à mesure de notre parcours, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas de différence. Il y a une différence dans la méthode de gouverner, dans la méthode de diriger ce pays. Mais la philosophie est la même. La problématique, c'est l'arabisation et faire des Noirs des instruments comme à l'époque coloniale. On est là, on domine ce pays, mais on utilise des habitants de ce pays comme agents de l'administration tout en dominant le pays. Et on a réussi donc à tirer la conclusion et les flammes ont été créées en 1983. L'objectif, c'est de créer une situation de conflit. Vous étiez au congrès fondateur, là? Vous étiez au débat? Non, je n'étais pas délégué. Je n'étais pas délégué, mais lorsque le congrès a été fait, j'ai été nommé le premier secrétaire général des Flammes. Bon, ensuite on a travaillé, mais nous, notre objectif, c'était qu'en 5 ans, il fallait qu'on mette en place tout un dispositif à travers le pays, dispositif politique, dispositif militaire, dispositif et tout, pour créer une crise. Et on était dans cette logique. On faut créer une crise pour attirer l'opinion internationale sur la situation en Mauritanie. Bon, le manifeste a été produit, ça a eu d'autres effets, les arrestations. Et bon, pour montrer tout simplement aussi que ce que nous voulions, c'est ce débat dans la conclusion que nous avons faite. Et nous avons donné ces documents à des morts, des civils comme des militaires, à des Haratines. Nous leur avons proposé des débats. Et mais personne n'a voulu. Personne n'a voulu. Et ils ont fini par convaincre Ould Taya que ce ne sont pas des Mauritaniens qui ont produit ce manifeste. C'est Israël qui a produit ça, qui veut notre destruction. Donc, il faut mettre fin à ça tout de suite. Ce document, ce n'est pas eux qui ont produit ça. Et donc, Ould Taya a réussi à être convaincu par ces gens. J'aimerais vous parler aussi de Ould Taya, pour montrer que la relation, parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut avoir des relations extrêmement humaines et correctes avec ces gens, et ils continuent toujours à maintenir ces relations. Je dis que non, quelles que soient les relations très humaines que nous pouvons avoir avec ces gens, dès lors qu'il y a une remise en cause de leur système, ils se comporteront comme des animaux. J'étais là, dans le salon, avec mon grand frère. Je lui disais, mais tu te souviens la première fois que j'ai vu Ould Taya? Elle me dit non. J'ai dit, tu te souviens, c'était en 1975. Je venais de l'université de Dakar. J'étais à la maison, dans le salon. On était 2 à la maison. Et il y a quelqu'un qui tape à la porte. C'est qui? Un officier mort. Est-ce que monsieur le président est là? Je dis, mais vous êtes qui? Et il dit, je m'appelle Sid Ahmed. Bon, je vais voir mon frère Aziz dans la chambre. Je dis qu'il y a un officier mort qui te cherche, il s'appelle Sid Ahmed. Il dit, ah, Sid Ahmed, il entre. Ah, Sid Ahmed, entre. Comment ça va? Il veut s'asseoir dans le salon. Il dit, non, entre, viens dans la chambre. Alors moi, j'étais dans le salon. Je les entendais qui parlaient. Parce que l'épouse c'était Ould Taya. Et l'épouse de Ould Taya, c'était Sadia. Sadia, son père est d'origine libanaise, sa mère est originaire d'Attar. Et Sadia, c'était une amie de la fille d'Aziz, sa fille aînée. C'était des amis, si bien que Sadia était tout le temps à la maison, Aziz la considérait comme sa propre fille. Alors je l'entends qui lui disait, voilà, tu remets cette lettre à Oufkir, parce que Oufkir, c'était un ami à mon frère Aziz, le général Oufkir du Maroc, qui avait fait le coup d'État contre le roi Hassan II. Tu lui remets ça, bon, pour
pour toi, parce qu'il devait partir au Maroc pour sa formation d'officier. Tu lui remets ça et je veux bien que tu t'occupes aussi de ma fille pour qu'elle puisse avoir son diplôme, comme ça quand elle revient, elle pourra travailler. Bon. Et ils sortent. Il me présente, Ibrahima, c'est Sid Ahmed, le mari de Sadia. Il dit, comment allez-vous? Après, il s'en va, il dit, je ne le connaissais pas. Je dis, non. Il dit, il est très gentil. C'est un bon garçon. Alors, je lui rappelais ça, il s'est marré. J'ai dit, oui, voilà. Il est gentil, mais il a massacré des gens. Elle me dit, mais tu sais la suite? J'ai dit, non. Il dit, lorsque Boultaya est revenu, il tenait absolument à ce que Boultaya ait une promotion rapide. Alors, il l'amène voir Ouldada. Il dit à Ouldada, je veux que tu le nommes dans ton cabinet. Bon, Ouldada, d'accord, je verrai. Et quand Boultaya sort, il dit à Aziz, tu sais, celui-là, je ne l'aime pas. À chaque fois que je le vois, il me rappelle Boumediene. Je ne l'aime pas. Aziz, non, oui, mais de toute façon, c'est bon, c'est le mari de Sadia, il est gentil et tout ça. Bon, il a fini par convaincre Ouldada. Et jusqu'à sa mort, à chaque fois qu'il se parle au téléphone, Ouldada, oui. C'est à cause de toi que Boultaya est devenu président. Bon, il y a beaucoup d'autres aussi. Beaucoup d'autres anecdotes. Et après le coup d'État, une fois, c'est sa femme, la femme de mon frère, là, Tocosiel, qui marchait un jour, et Boultaya, en ce moment, il était chef d'état-major, et il aimait bien se promener vers la plage. Et il l'a croisé un jour, il s'est arrêté, il est descendu, il est venu saluer ma belle-sœur. Il dit, alors, comment va Aziz? Alors ma belle-sœur dit, ah bon, maintenant tu appelles Aziz, tu ne l'appelles plus grand. Et non, comment va grand? Il dit, il va bien, ça va. Et quelques jours après, il convoque mon frère là, qui est commissaire de police, pour dire, voilà, depuis qu'Aziz, parce qu'après le coup d'état de 78, ils étaient emprisonnés pendant 6 mois. Et lorsqu'il est sorti, ils étaient là au chômage. Il dit, bon, tu vas à telle société, il va travailler là-bas. Bon, il a travaillé là-bas pendant quelques mois, après il n'a pas voulu, il a quitté jusqu'à sa retraite. Bon, je peux donner beaucoup d'autres anecdotes, que ce soit d'autres personnes qui ont travaillé avec ces gens-là. Comment comprendre que ces individus, mais on connaît l'histoire de Boultaya, c'est Ten Youssouf Gueye avec lequel on était en prison, qui est mort à la prison de Walata, qui a fait toutes les démarches pour qu'il épouse sa cousine. Parce que Sadia ne voulait pas de lui. Sadia voulait être marié par son cousin, un de ses cousins d'origine libanaise. Mais c'est Ten Youssouf Gueye qui a fait toutes les démarches pour que Sadia accepte que Boultaya l'épouse. Mais comment comprendre qu'il arrête cet individu qui a demandé sa grâce parce qu'il n'était pas du tout impliqué dans tous ces problèmes, mais il a toujours refusé jusqu'à la mort de celui-ci en prison. Donc pour nous, quelles que soient les relations humaines, en tout cas, c'est une conclusion que nous tirons. Est-ce que c'est une conclusion qu'il faut prendre avec beaucoup de réserve? Je ne sais pas, mais nous avons constaté quand même que toutes ces personnalités politiques et intellectuelles avec lesquelles nous avons eu l'occasion de travailler, ce sont ceux-là même, dès lors qu'on remet en cause ce système, ou bien qu'on menace de remettre en cause, il a demandé sa grâce parce qu'il n'était pas du tout impliqué dans tous ces problèmes, mais il a toujours refusé jusqu'à la mort de celui-ci en prison. Donc pour nous, quelles que soient les relations humaines, en tout cas, c'est une conclusion que nous tirons. Est-ce que c'est une conclusion qu'il faut prendre avec beaucoup de réserve? Je ne sais pas, mais nous avons constaté quand même que toutes ces personnalités politiques et intellectuelles avec lesquelles nous avons eu l'occasion de travailler, ce sont ceux-là même, dès lors qu'on remet en cause ce système, ou bien qu'on menace de remettre en cause ce système, ce sont ceux-là même qui s'acharnent le plus sur ceux qui veulent remettre en cause ce système. Donc, on met de côté les relations humaines, les relations de parenté, on privilégie les intérêts du système dès lors que ce système est remis en cause par nous-mêmes.
C'est assez complexe. Donc, où sont les relations humaines? Où sont les relations humaines franches, durables, qui ne tiennent pas compte de l'origine raciale, de l'origine ethnique et autres? Moi, ça me travaille du point de vue politique et philosophique. Si bien que je suis assez méfiant maintenant, parce que c'est une expérience que j'ai vue depuis 1971 jusqu'à présent. Je suis assez méfiant sur ce type de relations. J'ai des rapports corrects, tout, mais entretenir maintenant des relations telles que je les avais eues pendant des années et que ce sont ces mêmes gens qui me tuent, qui me torturent, qui me massacrent, parce que tout simplement je remets en cause la domination de leur système, je dis qu'il y a problème pour ce qui concerne cette nature des relations humaines. Voilà le point sur lequel je voulais insister. D'accord, on va faire une pause. Oui.